Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est Au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le 2e et le 4e dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio asso-r2r.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé « Au Miroir de Clio ». Aujourd'hui, pour le 2e numéro de la 3e saison, nous avons le plaisir d'accueillir Yannick Marek, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Bonjour à vous. Bonjour. Yannick Marek, vous êtes le directeur et le co-auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Ouest France, ouvrage dont vous avez partagé l'écriture avec Jean-Pierre Davier, Bernard Garnier, Jean Laspoujas et Jean Quélien, un livre qui s'intitule « La Normandie au XIXe siècle, entre tradition et modernité ». Alors peut-être d'abord Yannick Marek, une première série de questions, c'est un peu la tradition dans cette émission, sur votre parcours. Alors, est-ce que pour vous, le goût de l'histoire, c'est quelque chose d'ancien qui remonte vraiment aux profondeurs de l'enfance ? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Depuis pratiquement l'école primaire, et puis après le collège, et puis l'école normale d'instituteur, puisque je suis passé par une école normale d'instituteur à Mont-Saint-Aignan, donc entre 65 et 68, et puis j'ai continué centre PEGC, les IPES, et puis l'armée, et donc j'ai enseigné dans la région, mais en fait j'étais pas originaire, avec mon nom l'indique, d'abord d'origine bretonne, mais mes parents, quand j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale et je suis arrivé ici en 1965, j'habitais Coutances, donc je connais un peu la basse Normandie également, et de la basse Normandie, je suis venu en haute Normandie et poursuivre mes études, donc fin de secondaire, puis supérieure, jusqu'à les concours, et puis surtout après la thèse de 3e cycle, et puis la thèse d'État. Vous êtes devenu professeur d'histoire-géographie, alors dans la région, c'est ça, dans la banlieue rouennaise. Banlieue rouennaise, j'ai été un petit peu à Barentin, mais comme stagiaire, et puis différents lycées de la région de Rouen, et puis surtout comme professeur d'histoire-géographie au collège du Houlme pendant 13 ans. Mais mon premier poste universitaire, après ma thèse de 3e cycle, a été Nancy 2. L'université de Nancy 2, et je suis revenu donc j'étais de 88 à 91, et je suis revenu par mutation à Rouen en 1991, et j'ai passé ma thèse d'État en 2000, 1999, puis je suis prof en 2000. Alors vous avez évoqué thèse de 3e cycle, thèse d'État, est-ce qu'on pourrait expliquer pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec ce vocabulaire qui est un peu disparu maintenant ? C'est deux types de thèses qui ont disparu en fait. La thèse de 3e cycle, on faisait ça en 3 ou 4 ans, à peu près comme la thèse actuelle. C'était un peu plus léger, mais il y avait encore donc les thèses d'État qu'on faisait dans la durée, sans limitation de durée. J'ai mis 20 ans pour faire la mienne. Alors, sur quoi portait votre recherche ? Alors, la thèse de 3e cycle, donc, sur le mont-de-piété de Rouen, donc, de 1778, en gros, à 1927, mais que j'ai élargi dans un ouvrage en allant jusqu'à nos jours à l'époque, dans les années 1980. Et ma thèse d'État, c'était bienfaisance communale et protection sociale à Rouen, en gros, de 1796 à 1927. Expérience locale et liaison nationale. Donc, c'est-à-dire partir de l'ancrage local ou régional pour développer des problématiques plus générales, quoi. Et d'où vient cet intérêt pour ces thématiques-là ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ces sujets ? Je suis d'origine modeste, alors la dimension sociale m'a toujours intéressé, et donc du coup, j'ai trouvé des sujets. J'avais commencé par un mémoire sur la caisse d'épargne, dépôt et déposant de la caisse d'épargne, un mémoire de maîtrise, et puis j'ai élargi dans le domaine de la protection sociale, à des formes de protection sociale, et donc pour arriver au niveau national, puisque je suis vice-président du conseil scientifique
du comité d'histoire de la sécurité sociale et président du conseil scientifique de la Société française d'histoire des hôpitaux. Donc, vous voyez, donc toutes ces institutions sociales m'intéressent et ça m'a amené à prendre différentes initiatives, à en diriger différents ouvrages collectifs également. C'est un peu un de mes secteurs de recherche et donc pour l'histoire de la Normandie, il fallait, des ouvertures vers les autres formes de recherche et les autres thèmes de recherche. Et donc, c'est pour cela qu'on en a fait un ouvrage collectif, quoi, avec mes collègues de Caen. Alors, restons un instant sur vos recherches personnelles. Quel type de sources avez-vous utilisé pour votre thèse d'État ? Fallait un peu compiler des séries, des données ? Quelle était votre approche ? Il y a cette dimension-là, dans la mesure où j'ai été chargé de cours, notamment à l'université de Caen et dans le cadre du Centre de recherche d'histoire quantitative de Caen. Donc, j'ai eu comme premier directeur de thèse d'État Monsieur Delaire. Et donc ensuite Michel Pigenet à Rouen. Mais donc il y a cette approche effectivement à la fois cartographique et quantitative, mais pas de manière exclusive, parce que je suis pas un quantitativiste pur et dur, mais ça me paraît important de situer par le nombre, enfin un certain nombre de travaux. Donc ça m'a amené à utiliser des registres matricules, à faire des traitements parfois informatiques, et puis avoir des études statistiques de certains phénomènes, et notamment lorsque j'ai travaillé sur le Mont-de-Piété, voir l'évolution des engagements, et puis voir s'il y avait un lien avec la misère, par exemple. Donc il y a cette démarche-là. Et lorsque j'étais étudiant à l'université de Rouen, c'était très très présent, puisque dans la ligne des travaux des annales et autres, je me souviens de thèses aussi qui étaient fondatrices en quelque sorte à l'époque, comme celle de Goubert sur le Beauvaisis. Donc j'étais influencé par cette démarche-là, mais sans me réduire à cette approche, en quelque sorte. Et depuis la réalisation de cette thèse d'État et son achèvement, vous avez creusé ce sillon, vous êtes resté dans ces thématiques ? Non, j'ai essayé d'élargir vers des approches plus culturelles et plus patrimoniales. C'est ce qui fait que actuellement je suis co-responsable du master donc valorisation du patrimoine à l'université de Rouen. Donc je me suis intéressé aussi, je fais en collaboration un ouvrage sur le dessin de presse à l'époque impressionniste par exemple, et à l'intérieur de certaines publications collectives, y compris sur les questions de vieillesse. Par exemple, en 2013, j'ai publié un ouvrage avec mon collègue, co-dirigé un ouvrage avec mon collègue sociologue Daniel Reger sur la vieillesse et ses prises en charge. On a intégré une dimension littéraire également, les représentations de la vieillesse, et puis et pas simplement, si vous voulez, la dimension positiviste, si vous voulez. Hein. Donc dimension culturelle, anthropologique, oui, voilà. Enfin tous ces aspects vous intéressent. Donc, avec le temps, on évolue. Bien et sûr, puis oui. On introduit d'autres approches dans une démarche qui, au départ, était une démarche un peu quantitativiste, mais pas uniquement, quoi. Sans excès. Voilà. Bon, très bien. Revenons précisément à ce livre que vous avez dirigé. C'est un projet assez ambitieux, cette histoire de la Normandie au 19e siècle. C'est un projet collectif, en fait, de longue haleine, finalement. Hein. Ça a mis un certain temps pour se construire, oui, Yannick Marek. Un certain temps, ou un temps certain, puisque commence en gros vers 2004, hein, donc une bonne dizaine d'années, quoi, disons, de travail. Bon, il faut tenir compte aussi des aléas de l'existence. Il y a certains collègues qui sont maintenant tous en retraite, d'ailleurs, sauf moi, toujours en activité. Et donc, autrement, Jean-Pierre Davier, Bernard Garnier, Jean Laspoja, Jean Kellien, sont tous un peu plus âgés que moi et maintenant en retraite, mais ils ont commencé en activité, en quelque sorte. Donc, c'est un travail de longue haleine, et puis en même temps qui a permis une sorte de retour sur nos propres travaux et une forme de recul par rapport à notre démarche. Alors, ça s'inscrit dans une série, puisque les éditions Ouest France ont publié, il y a déjà quelques années, d'autres histoires de la Normandie pour les siècles précédents, oui, c'est tout ça. à fait. Et puis il y a eu aussi l'histoire de la Bretagne, qui oui, tout à fait, oui. allée jusqu'à une période plus récente. Mais effectivement, en ce qui concerne la Normandie,
ça avait commencé par la préhistoire, et puis donc pour l'époque moderne, il y a eu donc des travaux de collègues qui étaient enseignés à l'université de Rouen, comme Philippe Goujard ou Christine Lebozec. Christine Lebozec, voilà, tout à fait. Donc là, on prolonge en quelque sorte cette collection. Elle a changé de forme, enfin un peu de format, et puis surtout de couverture. On n'a plus de couverture noire cartonnée, mais bon, une couverture plus illustre. C'est ça, plus illustrée, un peu plus gai peut-être. Plus gai, oui, tout à fait. Alors, les 4 autres co-auteurs sont plutôt des bas normands, en fait. Oui, tout à fait. Ils étaient rattachés à l'université de Caen, donc on parle de réunification de la Normandie. Donc, en fait, il y a 4 bas normands et puis un haut normand d'adoption, voilà, donc qui en plus a coordonné l'ouvrage. Finalement, on voit qu'il y a un clivage, d'une certaine manière, dans l'historiographie entre les publications relatives à la basse Normandie et celles qui sont relatives à la haute Normandie. En fait, la partition universitaire, elle a joué aussi sur la recherche. Et c'était finalement un défi de réunir toutes ces études et de les faire dialoguer. Tout à fait, puisque par exemple pour le chapitre introductif sur la période révolutionnaire, qui est une sorte de bilan de la période révolutionnaire et impériale, donc manifestement les études sur cette période-là sont plus développées en Haute-Normandie, parce qu'il y a une tradition jusqu'à nos jours d'ailleurs d'études sur la Révolution qu'on trouve beaucoup moins en Basse-Normandie, même s'il y a quelques travaux. Par contre, tout ce qui est histoire rurale et autres, il y avait une tradition qu'on trouvait à l'université de Caen, notamment pour le 19e siècle avec Gabriel Désert, et qui a fait une thèse sur les paysans du Calvados, et puis prolongée donc en fait par Bernard Garnier, qui est spécialiste du 18e, mais qui a travaillé aussi sur le 19e siècle. Donc il y avait effectivement des articulations à mener. Donc il y a à la fois cette volonté d'écrire des parties en fonction de nos spécialités, mais ça a amené aussi à prévoir des associations, si vous voulez. Par exemple, sur le mouvement ouvrier, Jean Quélien, moi-même, nous avons fait le chapitre sur les aspects culturels. Il y a également des associations, donc... C'est ça. Alors, parfois, j'imagine ce que certains pourront éventuellement vous reprocher. Parfois, vous préférez justement partitionner vos chapitres parce que, compte tenu des traditions historiographiques, il fallait mieux étudier d'une part la Haute-Normandie, d'autre part la Basse-Normandie. Oui, alors on a gardé cette dénomination de haute, ces dénominations de haute et basse Normandie, mais c'est plutôt comme, disons, dans une perspective opératoire, c'est-à-dire d'arriver à combiner différentes approches et puis ne rien laisser de côté totalement, quoi, en fait. Alors, regardons avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, la structure générale de l'ouvrage. Quelle a été votre approche? Comment avez-vous fait pour distribuer un petit peu les thèmes entre les différents co-auteurs de l'ouvrage, Yannick Marek? On est parti d'une sorte de bilan d'abord de la période révolutionnaire et impériale, et ensuite donc on a essayé de mettre en avant un chapitre sur la démographie, parce que c'est une dimension importante. Alors là, ça tient aussi si vous voulez, aux spécificités canaises et autres, ou les travaux sur la cartographie, sur les statistiques, mais qui sont éclairants de manière générale, si vous voulez. On voit bien qu'il y a un problème démographique qui se pose, une période difficile pour la démographie normande, d'une part, et puis aussi peut-être partir d'une Normandie qui, en quelque sorte, était issue de l'ancienne province, et qui va être confrontée aux nouveautés de la période révolutionnaire impériale, et notamment la partition en départements, et qui est d'autant plus intéressante dans le cadre normand que Guillaume Touré a joué un rôle décisif dans cette création des départements avec CIS. Alors, faut peut-être rappeler qui il était et qu'est-ce qu'il proposait. En fait, donc, c'est un bas normand, d'abord, mais donc qui finalement va, en fait, après des études de droit à l'université de Caen, qui était la seule université à l'époque, est venu à Rouen. Pourquoi? Le Parlement de Normandie se trouvait à Rouen. En fait, à l'époque, il avait été
interdit d'une certaine manière par la royauté, suite à un certain nombre de problèmes d'ordre politique, puisque le Parlement avait aussi une sorte de représentation, une fonction de représentation politique des libertés provinciales, et donc il est venu à Rouen. Ensuite, il a été représentant aux États généraux du tiers d'État, et là il a même été président de l'Assemblée constituante, et donc il a joué un rôle décisif dans la réorganisation administrative avec d'autres comme Sieyès. Il y a eu des débats avec Mirabeau et autres, et donc on est passé à une Normandie en 5 départements. Après différentes discussions, on avait pu envisager 6 à un moment donné. Enfin, ça, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la France. Mais du coup, si vous voulez, c'est un point de départ quand même, parce que c'est une remise en cause de l'organisation administrative d'Ancien Régime. Mais on voit aussi une forme de différenciation qui s'accentue, à mon sens, entre Haute et Basse Normandie à l'époque, du fait des transformations industrielles, et notamment de la révolution industrielle, enfin des révolutions industrielles qui vont concerner davantage la vallée de la Seine que le reste de la Normandie. Donc il y a des éléments de dissociation, mais en même temps c'est une nouvelle identité. Donc on part de la démographie, on va vers l'agriculture après, qui donne aussi une nouvelle identité en même temps à la Normandie par l'émergence d'un certain nombre de productions qui sont devenues des productions emblématiques même encore actuellement de la Normandie, et en particulier la vache normande par exemple, mais ça concerne aussi l'élevage des chevaux, et puis donc vous avez différents types de productions qui en même temps donnent une sorte d'identité normande à ce moment-là, qu'on assimile peut-être trop facilement à une Normandie traditionnelle, mais qui est une Normandie en fait en voie de modernisation à l'époque, y compris dans le milieu rural, puisque c'est le résultat de tout un ensemble de croisements et autres pour la constitution de la vache normande, par exemple. Donc il y a cette dimension-là. Alors le rural est majoritaire encore, comme dans l'ensemble de la France. À l'exception, c'est une spécificité quand même, c'est que sur les 5 départements normands, 4 restent ruraux jusque dans l'entre-deux-guerres, comme l'ensemble français, alors que dès les années 1880, la Seine inférieure de l'époque, il deviendra Seine maritime dans les années 1950, donc la Seine inférieure est déjà beaucoup plus urbanisée dès les années 1880, donc il y a une majorité de population à vivre en milieu urbain. Donc il y a cette différenciation aussi qui intervient par de l'ancrage rural très fort malgré tout, y compris en Seine inférieure d'ailleurs à l'époque. Et puis pour arriver donc à la question urbaine, des villes, dans la mesure où même si le monde rural est très présent, la Normandie se caractérise quand même par l'existence d'un nombre assez important de petites villes, de moyennes villes, et puis quelques grandes villes. Enfin d'abord Rouen, qui est ancienne capitale normande entre guillemets, et puis Caen moins importante, et puis une qui va surtout s'affirmer comme progressivement la première ville de Normandie, Le Havre, qui est une petite ville encore tout à fait modeste, 15-20 000 habitants au tout début du 19e siècle, et qui devient, avec plus de 130 000 habitants, la plus importante ville de Normandie au début du XXe siècle. Donc il y a des évolutions, mais il y a une fonction aussi d'encadrement administratif joué et économique joué par ces villes, et donc cette dimension était importante, ce qui a été d'ailleurs étudié aussi par Jean-Pierre Davier, enfin les facteurs de développement économique auparavant, et puis ensuite donc on évoque plutôt les aspects culturels, religieux et culturels. Politique aussi, bien sûr. Et politique, bien sûr. Et politique donc aussi. C'est ça brasse. Votre intention, c'était quand même de brasser extrêmement large, en vous appuyant sur des bibliographies que vous présentez en fin de chapitre en général. Tout à fait. Il y a une volonté d'avoir un ouvrage sinon de référence, du moins un ouvrage de synthèse qui représente quand même à un moment donné donc l'état des connaissances sur cette Normandie du 19e siècle. Donc, mais qui reste lisible, d'où le choix par exemple de ne
pas faire de notes, par exemple, mais plutôt de porter les références en fin de chapitre, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a aussi ce souci d'élargir peut-être les publics. Tout à fait. Avoir un texte principal donc sans référence, avec des illustrations, quelques illustrations également, ou des cartes, la cartographie jouant un rôle important, et puis des bibliographies conséquentes en fin de chapitre ou de groupement de chapitres, quoi, alors, quand il y a des ensembles. Donc il y a cette dimension-là, et il y a une petite orientation bibliographique également en fin d'ouvrage. C'est ça qui permet de voir un peu les choses de manière globale. Plus globale avec et puis un système d'index et c'est ça, à la fois de lieux et de personnages également. Qui permet de chercher des choses. On peut aussi bien lire votre livre cursivement que choisir tel ou tel chapitre ou tel ou tel aspect. Volontairement, à la table des matières qui est à la fin, nous n'avons pas mis les auteurs des différentes composantes de l'ouvrage, mais on en trouve les précisions nécessaires dans l'avant-propos que j'ai rédigé au nom des auteurs. Bon, écoutez, Yannick Marek, avant de voir un peu les choses plus en profondeur, on va marquer une première pause musicale et on va le faire en compagnie d'un compositeur bien connu au XIXe siècle. Il s'appelle Frédéric Bérat, auteur d'une célèbre chanson qu'on appelle souvent « J'irai revoir ma Normandie » qui s'appelle en réalité « Ma Normandie ». Alors c'est Ma Normandie mais dans une interprétation récente ici par Emilio Corfa sur R2R. Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, sous le beau ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'aime à revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. J'ai vu les champs de l'Helvétie et ses chalets et ses glaciers. J'ai vu le ciel de l'Italie et Venise et ses gondoliers. En saluant chaque patrie, je me disais aucun séjour n'est plus beau que ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. Il est un âge dans la vie où chaque rêve doit finir, un âge où l'âme recueillie a besoin de se souvenir. Lorsque ma muse refroidie aura fini ses chants d'amour, j'irai revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. C'était Ma Normandie sur R2R, une chanson composée par Frédéric Bérat en 1836, interprétée ici par Emilio Corfa. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Yannick Marek
professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen, directeur et co-auteur d'un ouvrage qui vient tout juste de paraître et qui s'intitule « La Normandie au XIXe siècle entre tradition et modernité », un ouvrage paru à Rennes aux éditions Ouest France. Alors Yannick Marek, en votre compagnie, on a un petit peu présenté la philosophie générale de l'ouvrage. Là, on va rentrer évidemment dans le détail. Un des premiers chapitres de l'ouvrage, c'est un chapitre qui a trait à la démographie. C'est assez frappant de constater que le 19e siècle, pour la Normandie, c'est un siècle de recul démographique. Alors surtout d'ailleurs en fin de 19e siècle et début 20e siècle, alors avec différentes raisons qui peuvent être évoquées et donc qui vont entraîner une baisse de la densité dans les différents cantons. De ce point de vue-là, il y a une carte comparaison entre 1821 et 1901, enfin deux cartes qui sont très significatives et éloquentes de ce point de vue-là. Effectivement, donc il y a un recul global avec quand même une nuance à apporter, à savoir qu'il y a un recul pour 4 départements donc les plus ruraux, l'Eure, l'Orne, le Calvados et puis la Manche, avec à l'inverse une augmentation pour la Seine inférieure. Donc on peut mettre cela en relation avec différents aspects. D'abord le phénomène d'industrialisation, enfin d'une nouvelle industrialisation autre que le système de la fabrique ou le domestic system qui se développe principalement dans la vallée de la Seine ou ponctuellement dans la basse Normandie. Et puis donc un exode rural induit aussi par cette industrialisation de type de nouveaux types qui entraîne une concentration dans certaines villes progressivement. Et puis vous avez aussi le malthusianisme qui est précoce et d'une certaine manière la Normandie anticipe une évolution qui va concerner l'ensemble français. Donc faudrait peut-être expliquer le terme de malthusianisme. C'est-à-dire en fait une restriction des naissances qui est volontaire, plus ou moins volontaire, qui commence parfois dès le XVIIIe siècle, mais que l'on voit se développer au XIXe siècle, notamment dans certaines régions. Alors, à l'époque, on explique cela à la fois, peut-être, mais ça reste à relativiser pour la Normandie, la baisse de la pratique religieuse, et puis aussi peut-être l'augmentation du niveau de vie également d'une certaine manière, et puis dans une des causes mises en avant à l'époque, c'est l'alcoolisme, le développement de l'alcoolisme. Mais bon, c'est à mettre en perspective avec une dimension qui est souvent moralisatrice en quelque sorte, mais c'est une réalité. Et quand on fait une analyse cartographique de la France de l'ivresse, on voit bien que la Normandie est en compétition avec la Bretagne pour, le taux d'alcoolisme, le nombre, et puis les phénomènes d'ivresse. Alors ça tient aussi, il y a des biais statistiques malgré tout, ça tient aussi à l'importance des ports, qui importent toutes sortes de boissons, notamment à partir de la fin du XIXe siècle, le vin et autres. Et donc, statistiquement, faut voir aussi comment sont calculés ces taux d'alcoolisme. Donc. Mais bon, les chiffres que vous donnez, par exemple, je les trouve là avec une carte de l'ivresse en France à la fin du 19e siècle, à la page 58 de votre ouvrage, sont assez frappants. 8 à 9 litres donc par habitant par an dans la Manche et l'Orne, 10 dans l'Eure, 11 dans le Calvados, 12 en Seine inférieure, record national devant le Calvados et l'Eure. Écrivez-vous, ou l'un de vos co-auteurs, donc c'est assez frappant. Il y a quand même des chiffres qui sont qui placent la Normandie vraiment en tête du palmarès, si j'ose dire, de l'ivresse. Alors, c'est les effets aussi indirects peut-être du développement de nouvelles productions, en particulier le calva, ce qu'on va appeler le calva et autres, qui supplantent d'une certaine manière le cidre. Le cidre. Oui. On distinguait les boissons hygiéniques au XIXe siècle d'ailleurs, donc le cidre, mais bon, l'usage du calva de manière assez répandue, notamment dans les campagnes, et pas seulement en ville, et donc il y a cette dimension-là, tout à fait. Et même pour poursuivre un peu
petit peu une litanie de chiffres. Hein. Quand on regarde la situation dans les villes, on monte à 15 litres par habitant au Havre, 17 à Cherbourg, 20 à Rouen. Alors là, mais sont des c'est là chiffres. où il y a un effet statistique induit par l'existence de ports qui importent des boissons et autres. Et puis, mais ceci dit, pourquoi cet alcoolisme aussi? Est-ce qu'il y a il y a plus de moyens peut-être d'acheter de l'alcool qu'auparavant, plus également de boissons à disposition en quelque sorte, et puis aussi un alcoolisme de misère parce que l'industrialisation induit aussi bien souvent un usage immodéré de l'alcool, quoi. Hein, et donc à tel point qu'il y a même, je me souviens en ce qui concerne Rouen, il y avait le médecin qui dirigeait le bureau d'hygiène de Rouen, le docteur Panel, qui disait que, d'une certaine manière, l'alcoolisme était presque un aliment d'épargne. Il ne faudrait pas en médire s'il n'avait de si mauvais effets, dans la mesure où ça a compensé parfois l'absence d'alimentation et autres. C'est ça, on s'en sert pour tout. Hein. Ouais. C'est assez fascinant. Pour les rhumes, les bronchites, la dysenterie, les coliques, dites-vous. Et même, on s'en sert aussi pour les enfants. Enfin, c'est un peu effrayant tout ça. Bon, après, il faut se méfier, bien sûr, de tous les témoignages, des clichés. Mais les débits de boissons sont favorisés par la loi assez libérale de 1880. On en dénombre près de 33 000 en 1902, ce qui est quand même beaucoup dans l'ensemble de la province. C'est quand même un élément qui fait pas forcément la spécificité, parce que la Bretagne n'a pas forcément grand-chose à envier à la Normandie, mais tout de même, c'est un élément fort. Hein. Ah oui, tout à fait. Le bilan démographique, c'est bien le suivant. Hein. Il y a un recul, on l'a dit. Hein. On était à plus de 2 500 000 en 1806. On remonte un peu au milieu du siècle à 2,7 millions, et puis on descend à 2,38 millions ou 2,4 millions à la fin du 19e. Hein. Et malgré les phénomènes migratoires qui parfois... Il y a quand même quelques exceptions. Par exemple, vous avez une ville comme Le Havre, justement, d'où son expansion assez extraordinaire au XIXe siècle, qui va attirer d'ailleurs des colonies bretonnes, et puis toutes sortes de migrants. Donc il y a, et c'est une ville où le taux de natalité reste fort également, avec les pratiques bretonnes de familles nombreuses qui se maintiennent. Mais donc il y a quelques nuances à apporter, mais c'est vrai que globalement, donc c'est une période de déclin démographique relatif. À rebours de ce qui se passe parfois ailleurs, dans d'autres provinces. Oui, dans d'autres provinces. Bon, même si c'est un problème général en France. Déjà, il y a avant la guerre de 1914-18, il y a déjà donc toute des campagnes bien sûr, qui visent la faible croissance démographique française par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre et d'autres. Donc c'est un problème qui est pas spécifiquement normand, mais qui trouve une singularité quand même en Normandie. Alors, regardons maintenant la dynamique générale de l'économie. C'est une période de croissance économique, globalement, le 19e siècle. Globalement, oui, c'est une période de croissance portée alors à la fois par les nouvelles industries, en particulier le textile, qui est l'industrie motrice à l'époque, avec des phénomènes de reconversion, parce qu'on voit disparaître des industries traditionnelles dans les campagnes normandes, le textile autour du chanvre, le lin ça se maintient mais ponctuellement, et puis la laine également ponctuellement, c'est le coton en fait, dès la fin du XVIIIe siècle qui est surtout la fibre la plus utilisée et qui va générer un développement industriel très fort. Alors de ce point de vue-là, on peut mettre en avant la proximité de l'Angleterre, puisqu'il y a même l'installation d'industriels anglais dans l'agglomération rouennaise, dans la vallée du Cailly par exemple, ou du côté de Saint-Rémy-sur-Avre. Donc vous avez cette proximité anglaise qui joue, de même que l'introduction de la machine à vapeur et des chemins de fer aussi. Donc c'est ça. C'est vraiment, il faut bien je pense, réfléchir au fait que c'est une période de révolution des transports, de désenclavement pour la. Tout à fait. D'abord.
Bon, les grandes lignes, ce qu'on oublie peut-être vu les problèmes que l'on connaît actuellement sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. Paris-Rouen, c'est 1843. Paris-Le Havre, c'est 1847 et Paris-Dieppe, 1848. Donc c'est un peu plus tardif pour la Basse-Normandie, dans les années 1850 et 1860, pour aller jusqu'à Cherbourg. Mais c'est une période effectivement de développement de la voie ferrée, des développements aussi des transports routiers. Donc il y a une amélioration sensible à partir des années 1830-1840, des chemins et autres. Donc les transports jouent un rôle important. Et puis bon, donc le chemin de fer va être essentiel, d'autant plus qu'on l'a oublié un petit peu, mais il va y avoir donc au début de la Troisième République aussi le plan Freycinet qui va développer les lignes d'intérêt local. Et donc on avait le chemin de fer qui allait dans des communes très éloignées des grandes villes. C'est ça qui est très frappant. Oui. Alors là, je recommande vraiment à nos auditeurs d'aller voir les excellentes cartes qui sont dans votre livre, page 84-85, à la fois une carte du réseau routier vers 1850 en Normandie occidentale et puis une carte du réseau ferroviaire de l'ensemble de la Normandie, page 85. On se dit que le réseau actuel n'a rien à envier à celui de la fin du 19e siècle. On voit des communes totalement improbables, desservies par le train. C'est vraiment très frappant et on voit bien que évidemment la situation actuelle qui tend plutôt à préserver les grandes lignes a complètement changé la donne. Ça c'est vraiment tout à fait passionnant. Alors on l'avait dit tout à l'heure en introduction, la Normandie au 19e siècle, c'est malgré tout un espace, une région majoritairement, à l'exception peut-être de la Seine inférieure, rurale. Ça il faut bien avoir ça en tête, Yannick Marek. Tout à fait, donc comme la majorité de la France d'ailleurs. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, il y a aussi une sorte de modernisation de la Normandie avec l'émergence de productions qui sont devenues les productions symboles de la Normandie vues par un Américain ou un Japonais ou autre, le camembert, même s'il n'a pas les fromages, même si certains apparaissent à des fins 18e. Et puis surtout l'émergence de la vache normande par croisement de différentes espèces, mais dont le point de départ est une petite vache du Cotentin, la Cotentine. Et donc, par diffusion, par croisement, c'est lié à la fois au progrès de la génétique et des croisements, et puis aussi aux nouveautés en matière de consommation, c'est-à-dire qu'on va passer d'une consommation de céréales essentiellement, qui reste toujours très présente, avec le pain en particulier, mais on va donc avec l'augmentation du niveau de vie, malgré tout, avoir une diversification de la consommation vers des produits laitiers ou la viande. Or, la vache normande a cette particularité et cette qualité d'être à la fois bonne laitière et en même temps productrice de viande, et donc ça va faire son succès, et jusqu'en Colombie par exemple. Donc il y aura des exportations de vaches normandes, donc en Amérique du Sud, et puis des familles comme les Langes notamment, mais d'autres, les Noël et autres, qui vont être des familles de producteurs très l'avoine aussi très très connue. Et donc il y a cette émergence d'une nouvelle ruralité avec l'extension de l'herbe et donc des herbages dans certaines régions, notamment celles qui sont les plus orientées vers l'élevage, comme le Pays d'Auge, notamment. Où le phénomène remontait là même au XVIIIe siècle, tout ce phénomène de couchage en herbe. C'est déjà et donc ça s'accentue au XIXe siècle, et donc ça donne lieu donc à une production. Alors en même temps, haute production symbole, c'est le pommier, qui existait déjà au XVIIIe siècle, mais début du XIXe siècle, on plante des pommiers partout, y compris dans les cimetières, par exemple. Donc, il y a une forte production de pommes, d'où le cidre, d'où le calva également. Et donc, des productions importantes. De même, le cheval, par exemple,
Donc on va voir le percheron pour le cheval de trait essentiellement, mais il y a l'anglo-normand, il va y avoir donc d'origine arabe aussi. Donc il y a une reconstitution du cheptel équin qui avait été mis à mal durant les guerres révolutionnaires et impériales, notamment dans l'Orne. Et donc, il y a une reconstitution. Et puis, d'autre part, vous avez déjà, d'autres aspects, on y reviendra peut-être, mais l'émergence de villes balnéaires, avec des villes comme Deauville, par exemple, ou Trouville, et puis d'autres, Étretat et autres, stations balnéaires, qui sont aussi des lieux de rassemblement des élites cultivées, notamment parisiennes, et dont on voit se mettre en place l'intérêt pour le cheval de course et autres. Et donc, c'est toujours une production qui donne lieu à des manifestations tous les ans qui ont une dimension internationale de ce point de vue-là. Focalisons-nous aussi sur un point qui semble important, c'est-à-dire tout cet essor agricole est lié aussi à la proximité du marché parisien. Voilà, très tout à important. Fait. Tout à fait. Je parlais des transformations dans les processus de consommation, et ça va concerner non seulement les Normands, mais en priorité effectivement le marché parisien. Et donc la Normandie va être une sorte de réserve de tous les produits laitiers ou de viande pour Paris et puis les villes des alentours, tout le marché parisien. Tout à fait. Il y a tout un ensemble de liens avec la région parisienne. C'est à la fois, à l'époque, c'est aussi un marché de consommation pour les producteurs normands de premier ordre. Les chemins de fer, le développement des transports vont accélérer ce phénomène-là. Oui, bien sûr. Alors, il y a la Normandie rurale avec ces transformations qu'on vient de voir, et il y a aussi la Normandie urbaine dont on a un petit peu parlé déjà, et parfois aussi ouvrière qui s'affirme aussi à cette époque. Oui, donc du point de vue de la présence ouvrière, donc elle était au départ assez diffuse. On avait souvent des ouvriers paysans qui existaient dans la première moitié du XIXe siècle avec le système de la fabrique, c'est-à-dire en fait des producteurs paysans qui travaillaient pour le compte de marchands fabricants dans les villes. C'était le cas par exemple à Rouen avec la production de toiles dans la région d'Yvetot et qui était vendue au marché. Donc à la toile de Rouen, donc par des marchands fabricants. Bon, on trouve ça aussi en Basse-Normandie, du côté d'Alençon et autres. Alors ce type de production va se développer et survivre jusque dans les années 1860-70, mais il va être supplanté progressivement par des productions de type industriel davantage concentrées. D'abord, avec l'utilisation de l'hydraulique comme force motrice, en premier lieu, Vallée du Cailly, mais d'autres également en Basse-Normandie, pour la Basse-Normandie. Et puis donc, progressivement, la machine à vapeur va être utilisée en appoint, puis substituée à la force hydraulique, pas toujours, mais de manière assez générale. Et donc ça va générer un phénomène de concentration industrielle et l'émergence d'un prolétariat ouvrier dans certaines villes. Alors ça va être le cas autour de Rouen, avec l'émergence de nouvelles villes industrielles dans la banlieue de Rouen, dans la mesure où, à partir des années 1840, la question de la dépendance par rapport à la présence de cours d'eau est résolue d'une certaine manière par le biais de la machine à vapeur. Et également, donc, autour d'autres villes, alors Cherbourg, par exemple, avec le rôle du port qui intervient. Et puis, donc, surtout, une ville comme Le Havre, qui au départ est une ville de garnison qui protège l'entrée de la Basse-Seine, et une ville de négociants, de négoce notamment avec les Antilles, et qui devient, au cours du XIXe siècle, une ville industrielle également importante, pour devenir même la première ville de Normandie au début du XXe siècle, même si son agglomération demeure moins importante que celle de Rouen, où on voit apparaître des villes comme industrielles, à Rouen comme autour de Rouen, Sotteville, Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, Saint-Étienne-du-Rouvray. Ce sont un peu des villes champignons qui grossissent assez vite. Qui grossissent assez vite, oui, tout à fait. Tout à fait, du fait de cette attractivité liée
au développement industriel, quoi. Mais à côté de ces villes et de ces banlieues, il y a aussi le maillage urbain très ancien qui est là et puis qui prospère un petit peu. Tout à fait. Il y a quelques petites villes même qui deviennent des villes industrielles, genre Ferté-Macé, Condé-sur-Noireau. Enfin, oui, tout à fait. Mais autrement, on a un maillage, on a des petites villes ou moyennes qui semblent un petit peu atones dans leur développement, comme Coutances, par exemple. Oui. Mais petite ville épiscopale. Oui, voilà. Mais malgré, elle a toujours un rôle de direction sur ses campagnes environnantes, d'attractivité même. Puis c'est le siège de la cour d'assises. Voilà, elle a toujours une fonction. Oui, même si elle a été supplantée par Saint-Lô comme chef-lieu de département, donc elle conserve son chef-lieu d'arrondissement, son évêché, donc avec le lycée également, une fonction éducative. Et bon, il se trouve que dans ma jeunesse, ce qui me permettait d'avoir une vision un peu large quand même de la Normandie, c'est que en fait, je venais de Coutances. Et que Jean Quélien a des origines coutançaises aussi, tout à fait. Ce qui fait que Coutances est tout à fait bien traité dans l'ouvrage. Il a fait d'ailleurs des travaux effectivement que j'ai utilisés, donc ça permet d'avoir également une vue sur l'ensemble de l'espace normand. Bon, très bien. Écoutez, avant de poursuivre notre conversation, on va marquer une deuxième pause musicale. On évoquait tout à l'heure Deauville, alors on va écouter un titre de Vincent Delerme, beaucoup plus récent que le précédent, cette fois un titre de 2010, c'est Deauville sans Trintignant sur R2R.
Deauville sans Trintignant, un titre de Vincent Delerme de 2010. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de R2R, et nous sommes toujours en compagnie de Yannick Marek, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen, directeur et co-auteur d'un ouvrage paru à Rennes aux éditions Ouest France, ouvrage intitulé La Normandie au XIXe siècle, entre tradition et modernité. Alors Yannick Marek, il nous reste malheureusement peu de temps, le temps passe très vite en votre compagnie. On a brossé un tableau économique de la région au XIXe siècle. Et maintenant, il faut quand même dire un mot de la vie politique en Normandie au XIXe siècle. La Normandie est une terre plutôt conservatrice au XIXe siècle. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Plutôt conservatrice, mais avec une évolution et puis également quelques exceptions. Par exemple, 1848, à Rouen et à Elbeuf, c'est une période marquée par des confrontations sociales fortes avec de l'insurrection ouvrière. D'avril 48, oui. Voilà, et une répression qui anticipe même ce qui se développera à Paris au moment des journées de juin 1848. On voit quand même une évolution vers la République qui s'impose progressivement, donc à partir essentiellement des années 1870, même si ça a commencé un peu plus tôt au Havre, par exemple, mais avec une prédominance quand même des républicains modérés en général, hein, et sauf exception également quelques radicaux. Il y aura même des socialistes mais dans certaines communes à l'extrême fin du XIXe siècle, par exemple à Sotteville à partir de 1896, si je me souviens bien. Non, mais c'est globalement, c'est vrai, une terre où les grandes figures dans la première moitié du XIXe siècle sont Guizot, par exemple, hein, ou Tocqueville encore également. Donc on a des personnalités d'envergure. Hein, c'est ça. Et à la fin du XIXe siècle, plutôt des républicains comme Jules Siegfried au Havre, par exemple, ou Louis Ricard à Rouen, hein, donc qui montrent un peu l'évolution politique. Hein, à partir. Voilà. Alors, mais est-ce que finalement cette idée que la Normandie est profondément modérée, ça a un sens ou ça relève du cliché, Yannick Marek? Le cliché, ce serait de dire qu'il y a un tempérament normand absolu et qui le demeure, en fait, qui demeure le tempérament de... Il y a aussi des concentrations ouvrières et il y a donc au début du XXe siècle, notamment au Havre, par exemple, il y a l'affaire Durand, Jules Durand, qui marque la condamnation d'un ouvrier charbonnier accusé d'avoir incité au meurtre d'un non-gréviste, par exemple. C'est le mouvement syndicaliste révolutionnaire, hein, qui est très présent. Donc il y a aussi, en fonction des rapports sociaux et donc des évolutions et des formes de rapports politiques qui peuvent être tout à fait différents du conservatisme ambiant, quoi. Et là, est-ce que le clivage Haute-Normandie, Basse-Normandie est pertinent pour traiter le phénomène politique ou il est pertinent forcément... dans la mesure où, si vous voulez, les concentrations ouvrières sont bien plus importantes dans la Haute-Normandie, mais il y a quand même la ville de Cherbourg qui est marquée aussi par Et puis, vous avez en Basse-Normandie quelques poches également, mais qui ne sont pas marquées forcément par un mouvement très revendicatif autour des mines de fer, par exemple, ou alors il y a quand même dans le textile une grande grève à Flers, par exemple. Oui. Mais c'est vrai que globalement, la Haute-Normandie la vallée de la Seine étant beaucoup plus industrialisée, donc les confrontations y sont souvent plus fortes, quoi. On a cité plusieurs noms d'hommes politiques qui sont des figures éminentes. Vous parliez de Guizot, donc là on est à l'époque de la monarchie de Juillet, dans les années 1830-1840, donc qui s'est implanté du côté de Lisieux et qui même est possessionné, hein, là une grande figure aussi du protestantisme. Et vous avez aussi la figure de Tocqueville qui est important dans la Manche. Oui, qui sera un député de la Manche. Député de la Manche, oui. Et donc qui est un
un grand penseur du 19e siècle. C'est ça, un donc, grand penseur politique. Oui. Oui, tout à fait. Donc, on a donc aussi des personnalités intellectuelles fortes. Alors, ça concerne aussi bien le milieu politique que le milieu culturel, avec le développement, par exemple, d'une forme de régionalisme avec Arcis de Caumont. C'est donc, ça. Il y a aussi cette dimension-là. Alors, disons justement, vous faites la transition, c'est un des chapitres qui clôt l'ouvrage. Disons un mot peut-être de la vitalité culturelle assez étonnante en Normandie, qui a notamment été étudiée par Jean-Pierre Chaline, cette espèce de sociabilité érudite, ce foisonnement d'associations culturelles au 19e siècle, qui est vraiment très frappant, et au début du 20e siècle. Oui, tout à fait. C'est une terre d'élection pour les sociétés savantes, et y compris dans sa dimension en quelque sorte anti-parisienne, donc contre le centralisme parisien, avec évoquer la figure d'Arcis de Caumont. Bon, il y a les antiquaires de Normandie, toutes sortes de sociétés, et puis d'autres qui sont plus en phase avec l'évolution économique et sociale, comme la Société libre d'émulation du commerce et de l'industrie de la Seine inférieure, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, il y a effectivement cet ancrage des sociétés savantes, alors que sur le plan universitaire, en fait, il y a une seule très ancienne qui remonte au XVe siècle, 1432, voilà, de l'université de Caen. Il faudra attendre le XXe siècle pour voir d'autres universités, mais on a un milieu érudit très présent et donc très actif au cours du XIXe siècle. Avec ce milieu érudit, on rencontre aussi le régionalisme dont vous nous parliez. Il faut bien penser aussi, et vous en parlez dans l'ouvrage, qu'en 1911, on célèbre le millénaire normand, avec aussi certaines formes d'instrumentalisation, évidemment, politique, qu'il faut souligner ici, Yannick Marek. Oui, le millénaire normand, donc avec le rappel du traité de Saint-Clair-sur-Epte, et puis donc effectivement une certaine instrumentalisation par les hommes politiques de l'époque, et puis par l'encadrement social également, mais aussi le développement d'une forme de régionalisme qui peut parfois avoir quelques dérives. Mais... Bien sûr. Alors peut-être disons aussi un mot pour terminer. Il y a 2 chapitres qui sont dus à la plume de Jean Las Poujas sur la vie religieuse, ses bouleversements. Pour la vie religieuse normande, la Troisième République a été un moment un petit peu délicat, avec notamment la loi de séparation des églises et de l'État, Yannick Marek. Oui, tout à fait. Donc, en 1905. Oui. Ce qui est frappant, c'est l'opposition de la plupart des députés, par exemple, à cette loi, les députés normands. Et donc, il y a de ce point de vue-là une sorte de combat à la fois dans les pratiques, mais aussi idéologiques, et donc notamment lorsque les radicaux vont développer l'idée d'une laïcisation de l'État et autres. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que la vie religieuse, mais en même temps, les chapitres montrent bien que c'est une réalité tout à fait présente. C'est ça. Oui, il faut pas. C'est-à-dire qu'il y a parfois des combats, des affrontements, mais la vitalité religieuse, elle existe, elle est là. Tout à fait, par le biais de construction d'églises, même au XIXe siècle, et puis également l'existence de différentes confessions, en particulier donc la confession protestante. C'est également. Ça. Oui. Et les donc protestants renaissent. Il y a donc une diversité en même temps, et c'est une Normandie qui est en phase avec les combats de l'époque, et la question religieuse est très présente, en particulier dans les campagnes qui sont majoritaires. Eh bien, écoutez, très bien, Yannick Marek, merci beaucoup. C'est ainsi que se termine le 2e numéro de la 3e saison d'Au Miroir de Clio. Aujourd'hui, nous étions en votre compagnie. Yannick Marek, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Rouen, et vous êtes le co-auteur d'un ouvrage paru chez Ouest France, La Normandie au 19e siècle, entre tradition et modernité, un livre disponible dans toutes les bonnes librairies. À très bientôt sur R2R.